sommes ravis une fois de plus de vous présenter cette émission ici sur Matangé TV. Vous avez été nombreux à suivre l'émission, les grandes rencontres que nous avons faites il y a quelques semaines déjà avec Jean-François Bouffoy, qui est donc lobbyiste et qui est consultant près le Parlement européen. Il va se présenter. Monsieur Jean-François, bonjour. Bonjour, Monsieur Ramsès Ramazani. Nous sommes très heureux en effet de vous avoir ici. Vous avez eu à faire une émission qui a fait grand bruit. Nous ne parlerons pas des mêmes sujets. Alors, quelle a été, depuis cette dernière intervention, votre actualité? Bon, l'actualité, c'est que, comme je l'avais dit, j'étais au pays à Kinshasa. J'ai séjourné là-bas du mois d'avril jusqu'au mois de mai, afin de prendre certains contacts politiques et s'imprégner de certaines réalités politiques, parce qu'on parle de plus en plus des élections. Un processus électoral de 2015-2016 qui commence avec les élections provinciales et qui va se terminer avec les élections législatives et présidentielles. Donc je suis rentré au mois de mai chez Bruxelles. Vous êtes prêt pour le rendez-vous des échéances futures? Nous sommes prêts, comme je l'avais dit dans le passé. D'ailleurs, sur place à Kinshasa, j'ai tenu des points de presse pour dire qu'au fait, il fallait qu'il y ait un consensus autour du calendrier présenté par la CENI et puis la fiabilisation du fichier électoral, puisque bon, il y a omission de plus de 13 à 18 millions d'électeurs, et notamment on parle de plus en plus du cas des nouveaux majeurs, c'est-à-dire que des Congolais qui en 2011 n'étaient pas adultes sont maintenant adultes, et que ces nouveaux majeurs représenteraient plus ou moins 25 à 30% d'électorat. Dans la fiabilisation de ce fichier électoral, il y a quand même des points inquiétants, à savoir que le nombre d'électeurs a diminué, ce qui est bizarre. Il y a aussi dans certains groupements où quasiment il n'y a pas d'électeurs, mais il y a des nombres de sièges qui ont été répartis. Donc tout ça, il fallait quand même tenir compte d'un calendrier consensuel, essayer de faire en sorte que au niveau de la CENI, du gouvernement et de la classe politique, harmoniser de point de vue pour qu'il y ait vraiment des élections crédibles et acceptées par tout le monde. Monsieur Jean-François Bouffoy, je suis légèrement surpris parce que donc, vous avez une actualité. En fin du mois de mars, il y avait l'UDA, vous n'en parlez pas. Non, je parle de l'UDA. En fait, l'UDA existe. Bon, c'est plus, on parle de plus en plus des élections, c'est-à-dire dans chaque état-major des partis politiques, il faut peaufiner les stratégies par rapport au mode de scrutin proportionnel pour présenter... Est-ce que l'UDA va concourir pour toutes ces échéances? Vous savez très bien qu'il y en a un grand nombre. Est-ce qu'il y a suffisamment de candidats? Est-ce que vous aurez suffisamment de la logistique, suffisamment de finances pour faire ça? Parce que ça demande de l'argent. Est-ce que vous êtes prêt pour toutes les échéances, ou bien il y en a d'autres que vous n'allez pas concourir? Non, toutes les échéances, et que dans la plupart des partis politiques, ce processus a surpris pas mal de gens, mais on parle de plus en plus du scrutin proportionnel. Face à ça, il faut avoir des stratégies, parce qu'un parti politique ne peut pas avoir tous les sièges dans une même circonscription électorale. Donc, l'UDA a présenté des candidats dans plusieurs provinces, comme aussi d'autres partis politiques. Dans l'UDA qui date de fin mars de cette année, nous sommes voilà, au premier trimestre. Qu'est-ce que vous avez eu comme relation déjà avec les partis existants, les grands partis existants? Non, c'est comme j'avais dit, l'UDA c'est un parti politique d'opposition comme tous les autres partis politiques d'opposition. Je ne les citerai pas, mais vous êtes en communication. Oui, en communication. En fait, actuellement, c'est plus... la crise actuelle en RDC nous oblige à ne pas parler plus de partis politiques, parler plus des questions qui sont en la une, entre autres les élections, le dialogue, parce que n'oubliez pas que le mandat du président actuel prend fin
le 19 décembre 2016 et qu'il faudrait qu'il y ait un autre président, il faut qu'on ait des élections pour le succéder aussi en fait. Voilà. Donc il y a une crise terrible qui fait en sorte que nous, membres, bien faisant partie des partis politiques d'opposition, on ne doit pas oublier qu'il y a plus ou moins 477 partis politiques au Congo. Donc je pense qu'il faut qu'à un certain moment... Mais pour avoir ajouté encore un autre parti politique, vous auriez bien pu... non, ce parti politique fait partie de ces 477 partis politiques. Mais il faut maintenant certaines questions débattre dans des forums, dans des séminaires, et c'est un peu de séparer. C'est comme certains partis politiques d'opposition. C'est ces démarches, en fait. Voilà, nous approchons, il y a eu les élections, il y a eu l'indépendance du Congo, 55 ans, qui vient de se faire il y a quelques jours. Puis ça, c'est l'émission, la dernière émission de vacances, avant celle de la rentrée. Quelle est votre vision, votre vue de cette indépendance de la République démocratique du Congo? Sincèrement, au fait, pour moi, oui, c'est une date historique. Voilà, il faudrait que tout Congolais puisse se pénétrer utilement, approfondir un peu cette question. Je pense que les fêtes n'ont pas lieu en ce qui concerne cette date. Pour moi, il faut repenser une autre indépendance, parce que nous ne sommes pas indépendants, puisque depuis 60, quand on voit l'histoire tragique de notre pays, c'est quoi être indépendant? Voilà, être libre. Nous ne sommes pas libres de faire quoi que ce soit. Être libre, voilà. Voilà, mais être libre, c'est donc un peuple affranchi, et un peuple qui peut décider sa destinée. Nous ne sommes pas... Dans le concert des nations, il n'y a pas vraiment une certaine liberté économique. Je ne sais pas si c'est de celle-là que vous parlez, comme des libertés politiques. Que ce soit la liberté politique, parce que le pays est sous tutelle depuis longtemps, même cette liberté économique. En lieu et place, c'est plus le néocolonialisme, c'est-à-dire les colonialistes ont programmé une autre façon de rester. On est toujours colonisés en fait. Nous ne sommes pas affranchis, nous ne sommes pas libres, nous ne sommes pas indépendants. Nous devons repenser cette date du 30 juin en fait. Voilà. Parce qu'en principe, cette date pourrait symboliser quand même une date historique, quelque chose, mais en fait, nos aïeux, qui étaient unis quand même, malgré des divergences d'opinion, pour arracher cette date pour qu'on ait l'indépendance. Mais vous allez voir que après cette indépendance, l'histoire du pays, tout ce qui s'est passé démontre suffisamment que nous ne sommes pas indépendants. C'est très bien qu'il y avait une multitude de partis aussi indépendants. Ah oui. Donc moi je pense qu'il faut plus méditer, il faut plus méditer, il faut plus se ressourcer, se pénétrer utilement cette histoire du pays, de façon à ce qu'à repenser une nouvelle indépendance. On va parler de l'actualité de la République du Congo avec ces échéances qui arrivent certainement, les élections, mais aussi il y a eu deux grands discours qui ont été faits, le discours de M. Tshisekedi, le discours de M. Kabila. Sans rentrer dans les détails, quelle est votre position par rapport au dialogue ou pas de dialogue? Oui, donc je suis très pessimiste, je suis frustré aussi dans mes aspirations et voilà, ces deux discours m'ont laissé matière à la réflexion pour dire que je dois me permettre de mettre tout politicien devant ses responsabilités. Donc il a plu à Joseph Kabila de faire ses discours, tout comme à M. Tshisekedi. Mais quand on fait une comparaison, vous allez voir pour Joseph Kabila, il ne parle plus du respect de textes constitutionnels. Il ne parle pas dans son discours des droits humains, des libertés fondamentales. Il essaie un peu de faire un balbutiement. Il n'est pas clair dans ses idées. Il n'a toujours pas respecté ce qu'il dit. Il a refusé. Il y aura un dialogue, mais il refuse une médiation internationale. En revanche, pour M. Tshisekedi, il a parlé que quelques minutes,
il a laissé à un de ses collaborateurs de lire son message intégral, où il parle d'inciter le peuple à aller au dialogue, que le dialogue, ça fait partie aussi de nos usages, coutumes, tout ça, voilà. Mais avec une médiation internationale, et c'est comme on est en train d'essayer, si ça ne tient pas, il va encore revenir pour un autre discours en tant que combattant. Monsieur Jean-François Beaufort, vous pensez qu'ils vont arriver à s'accorder, c'est-à-dire les partisans du dialogue et les partisans du non-dialogue? Je ne crois pas. C'est ainsi que j'essaie un peu de réfléchir. Voilà. Il y a eu beaucoup de dialogues dans notre pays. Il y a eu la conférence, la concertation de Léopoldville, suivie la concertation de Tananarive. On a eu la conférence de Coquilatville, après le conclave de Lovanium. Toutes ces négociations se sont passées en 1961. Là, on a parlé de 1960, on était indépendant, soi-disant indépendance. Après, il y a eu plusieurs négociations. Et le résultat, toujours, c'est un échec puissant, en fait. Et pour autant, M. Tshisekedi aussi a participé presque à toutes ces négociations. Nous avons eu aussi la conférence nationale souveraine. Nous avons eu le dialogue de San City, dialogue intercongolais. Tout récemment, il y a une année, 2 ans de cela, nous avons eu aussi des concertations, en fait, voilà. Et quand on fait le bilan, on voit toujours ces échecs. Pourquoi? C'est des aménagements, des ajustements qui se font entre amis, entre potes, entre certains courants, certains hommes politiques. Et dans tout ça, le peuple est aux abois. Le peuple congolais souffre depuis 60 et on ne doit pas continuer comme ça. Je suis profondément déçu et ça c'est ma consternation. C'est pour cela que je mets tous les politiciens congolais face à leurs responsabilités. Parce que pourquoi organiser un dialogue à quelques mois du fait le mandat de Joseph Kabila, puisqu'il sait très bien que c'est depuis 2001 qu'il est au pouvoir, et depuis 2006, par une comédie des élections, la communauté internationale a légitimé les ex-belligérants, les rebelles, par cette comédie des élections en 2006. Et là, Kabila a accepté la médiation de la communauté internationale, qu'il a appuyé en 2011. La même chose, mais pourquoi organiser maintenant le dialogue? Est-ce qu'il est sincère dans sa démarche? Bon, je vois dans son entourage, il y a le think tank, certains lobbying, ils essayent un peu de chaque jour d'avoir des stratégies. J'aurais souhaité aussi pour M. Tshisekedi de consulter aussi toute l'opposition, parce que l'opposition actuellement au pays, elle est plurielle. Ce n'est plus comme à l'époque où il y avait la file de l'opposition, l'UDPS, mais maintenant il faut tenir compte aussi des autres partis, des autres courants politiques d'opposition. Il faut aussi tenir compte de cette dynamique imprimée par les députés de l'opposition, en l'occurrence le groupe parlementaire UDPS allié, le groupe parlementaire UNC allié, voilà, qui ont fait quelque chose, le MNC, et certaines personnalités politiques en date du 19 janvier 2015. Il faut tenir compte de tous ces aspects. Je pense que ça aurait été bénéfique de consulter cette opposition plurielle et en fin de compte, voir est-ce qu'il y a lieu d'aller au dialogue ou ne pas y aller, comment, et avoir un cahier de charges, des termes de référence. Est-ce que ce dialogue-là, parce qu'il y a eu autant de dialogues, même avant ça, il y a eu de concertation, ça profite à qui? Est-ce que, moi je ne crois pas que ce dialogue va nous amener à quelque chose. C'est toujours, les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est toujours le même recommencement. On va suivre ce que ça va donner. Pour l'instant, prenons déjà les choses qui sont faites. Il y a eu, pour l'actualité, il y a eu ce dépôt de plainte de M. Kabila, du président de la République, par rapport à pas mal de personnalités. Quel est votre, pour la lutte contre la corruption, un sujet bien noble, mais quel est votre point de vue par rapport à ce dépôt de plainte maintenant? Est-ce que c'est stratégique? Oui, je pense qu'en fait,
je pense que c'est un règlement de compte dans leur camp, en fait, puisque n'oublions pas que Kabila avait des alliés d'hier qui ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Et je pense aussi que c'est une faute grave parce que le régime de Kabila s'est bâti sur la corruption. Il y a la corruption quasi généralisée. Il doit commencer par traduire aussi sa famille respective. Hein. On cite dans différents dossiers sa sœur, son frère, ses cousins, tout ça, c'est tout le monde. Je pense aussi que c'est bien, c'est un début du commencement, mais il faut aller plus loin en fait. Il faut avoir le courage d'aller plus loin. Ça, c'est ce qui concerne la corruption. Mais au niveau international, puisqu'on va revenir à d'autres sujets après, on a appris que le président français a fait un voyage au Bénin pour féliciter le Bénin de leur apprentissage démocratique, qui sont devenus donc un pays respectable. Mais après ça, le président français va faire un tour au Cameroun, puis il va aller jusqu'en Angola. Donc, dans ces pays-là, on a quand même deux présidents qui ont fait plus de 30 ans au pouvoir. Faut-il croire que c'est deux poids deux mesures, d'une part, des présidents qui confisquent le pouvoir, et d'autres qui sont encensés et applaudis par rapport à leur espérance démocratique? Tout à fait raison, c'est une politique de deux poids, deux mesures. L'Occident, les pays développés comme la France ont toujours joué de la sorte. Hein. Voilà, c'est une politique de derrière le rideau, wait and see. Quand ça va, ils peuvent faire ceci, cela. En tenant compte aussi de leurs intérêts en Afrique aussi. Voilà, ce n'est pas un fait du hasard qu'il va se rendre en Angola. En Angola, il y a la guerre, le président de 72 ans, M. de Santos. C'est plus question d'intérêt en fait. C'est question d'intérêt en fait. Faut-il croire que l'Afrique centrale, le cas de M. Kagame, le cas de M. Kabila, le cas de Nkurunziza, la France n'a pas d'intérêt? Non, la France a beaucoup d'intérêt. Vous avez vu que François Hollande était aussi, lors de la francophonie, si mes souvenirs sont bons, il était à Kinshasa, où il y avait eu quand même une ambiance un peu froide avec Joseph Kabila, mais nous nous sommes étonnés. Plus tard, une année après, Joseph Kabila a été reçu à l'Élysée, en fait, voilà. C'est question des intérêts, en fait, voilà. Les Occidentaux, pour leurs intérêts, ils sont obligés de faire n'importe quoi. Nous savons que maintenant, il y a une crise, puisque les systèmes économiques européens ont échoué. Et voilà, maintenant, chaque pays européen développé essaie un peu de voir ses alliés, ou essaie de voir en Afrique pour sauvegarder ses intérêts. On va faire une page économique parce que vous reveniez du Congo. Quelle est la situation du Congolais de tous les jours? Parce qu'on a su que les chiffres, disent-ils, sont bons, les chiffres macroéconomiques, ils sont encensés par le FMI. Est-ce que cela se traduit par rapport à la population que vous avez vue à Kinshasa? Non, voilà. D'ailleurs, j'ai animé encore une émission par rapport à ça. La population quinoise et congolaise en général vit dans la misère la plus abjecte du monde civilisé. Comment expliquez-vous que les chiffres macroéconomiques sont bons, mais au niveau de la microéconomie, ça ne suit pas? Ah voilà, c'est ça en fait. C'est parce que en fait, nous avons dans ce gouvernement des économistes qui sont complexés, qui essaient un peu de faire du copier-coller. En fait, le développement économique du Congo, c'est une autre chose. C'est un développement conçu à la manière congolaise et non chaque fois copier des systèmes ou bien se référer à des systèmes qui ont échoué ici en Occident, entre autres le système d'exploitation minière, voilà, et qui a échoué et se référer toujours à ces multinationales, à ces puissances financières comme la FMI, la Banque mondiale, qui ont mis à genoux l'Afrique. On doit repenser, on doit réfléchir autrement pour le développement du Congo. Le Congo se développera à sa manière et non pas chaque fois prendre des choses qui ont échoué en Occident et ramener ça en Afrique. Voilà. C'est quand même difficile de se développer à sa manière quand l'argent vient de l'étranger. Vous savez très bien que les bailleurs de fonds ont quelques exigences. On l'a vu avec la Grèce. Vous avez des pays qui donnent de l'argent, qui dictent des règles pour pouvoir les suivre. Oui, mais en fait, il faut changer. Je peux donner quelques exemples. Il faut monétariser nos richesses. Il faut penser autrement. Nous avons des matières premières. Pourquoi toutes ces puissances viennent prendre nos matières premières et nous n'exigeons en contrepartie rien, en fait, voilà. Pourquoi ne pas passer à l'étape
C'est pas vendre, il y a vente. La Chine est venue avec des contrats. Voilà, en fait, il faut exiger aussi qu'il y ait, quand vous vendez ces matières premières, avec des exigences, d'implanter aussi des industries d'extraction, des transformations de ces matières premières. Voilà, ça c'est un des buts du développement du Congo. Si on a quand même des entreprises, des transformations de ces matières premières sur place au Congo, pas seulement que ça se passe à l'étranger. Ils viennent, ils prennent du brut, ils transforment et viennent, ils vous revendent encore trop cher. Non, mais pourquoi ne pas installer sur place des industries de transformation de ces matières premières? Vous pensez qu'à la fin du mandat de M. Kabila, certains de ces contrats doivent être dénoncés? Ah oui, il y en a beaucoup. Il y a de contrats léonais. C'est l'affairisme, c'est l'Eldorado en fait. Voilà, on signe n'importe comment. Voilà, c'est la corruption. Voilà, si Joseph Kabila a osé par le truchement de ses conseils de porter plainte, voilà, ça c'est un début, mais il doit aller en profondeur. Vous allez voir que ça sera l'état comme tout le monde risque dans ce gouvernement de se retrouver en prison. On parle aussi de la part de l'économie, il y a la santé, il y a l'éducation. Vous avez fait un long séjour au Congo. Quel est votre regard par rapport à la santé, par rapport à l'éducation en République démocratique du Congo? Ouh là 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 là, c'est pire, c'est catastrophe parce que les statistiques macroéconomiques énoncées par le gouvernement Matata montrent clairement que ce sont des chiffres sur papier, mais en réalité, c'est pire au niveau scolaire. Quand on fait des statistiques, c'est gênant même d'en parler, mais si on va, ça c'est dans la capitale, mais lorsque vous allez aussi en province, c'est pire. Au niveau aussi de la santé, vous allez voir que à Kinshasa, c'est pire. Même les règles simples d'hygiène, en fait, voilà, ça n'existe pas. Et ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que, je ne sais pas si vous avez suivi ici, un certain ministre qui s'appelle Oupira, il était content d'inaugurer une toilette au ministère de la fonction publique. Vous voyez un peu, c'est pour dire que la révolution de la modernité dont on parle dans le gouvernement Matata Ponyo, c'est n'importe quoi, c'est des histoires à dormir debout. C'est pire, c'est pire en fait. Nous vivons dans une misère la plus abjecte, la plus honteuse de l'humanité. Le peuple congolais ne mérite pas cette misère en fait. Voilà. Il y a une démission de l'État à tous les échelons. C'est plus des individus qui se servent au lieu de servir le peuple en fait. Voilà. Il y a aussi l'inconscience du peuple congolais qui doit prendre ses responsabilités, qui doit sanctionner sévèrement cette classe politique qui n'a rien fait pour le peuple. Alors, on va parler du grand sujet, ça je le préparais, c'est celui du découpage, puisqu'il arrive à être effectif. Quel est votre regard maintenant avec cette effectivité, des nouveaux gouverneurs qui doivent arriver, de ce découpage, de tout ce qui se fera dans le futur? Oui, je pense que si ça ne dépendait que de moi, puisque bon, ce découpage est inscrit déjà dans la Constitution. Là, ça ne dépend pas de vous, ça dépend de la Constitution. Voilà, qui a été promulguée, tout ça, voilà, en 2006. Et n'oublions pas que cette Constitution nous a été imposée de l'extérieur par des anciens parrains de Joseph Kabila qui ont rédigé une Constitution taillée sur mesure. Si c'était vraiment taillé sur mesure, on ne chercherait pas à la modifier. Mais on l'a modifié en fait, voilà, on l'a modifié. Ça permettait à l'époque à Joseph Kabila de se présenter aux élections. Ça permettait à l'époque qu'il y ait le dépaissage, le dépaissage systématique du patrimoine minier de la République démocratique du Congo, tel qu'il est en train de se faire. Pour illustrer le cas de Katanga, ça a permis à ce que... ça profite beaucoup plus à la Chine que... Au plus... Oui, mais la Chine, voilà, les parrains c'est les pays occidentaux, mais la Chine est tombée dessus, puisque a des surplus d'argent liquide. Parlons du découpage. Les découpages, voilà, en fait, si dans le passé, on était de 11 à 26, on est passé de 11 à 26 provinces, ça a échoué. Maintenant, quand on voit le fonctionnement des 11 provinces, ça ne tient pas. Et ça a toujours échoué.
je ne vois pas par quelle baguette magique on va y arriver avec ces découpages, en fait. Puisque, en fait, il faut connaître des ressources humaines, il faut des moyens financiers, il faut la logistique pour le faire, et il faut aussi un travail dans le chef des politiciens pour vulgariser, conscientiser la population, parce que les conséquences, c'est quoi? C'est l'implosion sociale, c'est la balkanisation du pays, en fait, voilà. Vous ne pensez pas que le Congo sera un peu plus gérable si vous passez l'expression? Non, parce que même si le but c'est de rapprocher des citoyens, des institutions, l'administration, des administrés, voilà. Mais dans le contexte actuel, où le pays, on ne sait pas où est-ce qu'on va, moi je pense que il fallait qu'il y ait une bonne programmation, des échéanciers rigoureux, avec aussi un chronogramme précis. Donc, mais la façon dont le gouvernement actuel y va, ça laisse à désirer. Moi, je ne vois pas, en fait, arriver à ce découpage effectif du pays, parce que sous Mobutu, on avait tenté l'expérience avec le Grand Kivu, voilà, et par après, quels sont les effets sociaux, voilà, et par après, il n'y a pas eu de suite. Mais je ne vois pas par quelle baguette magique. On n'a pas de moyens, on n'a pas le personnel adéquat, on n'a pas la logistique, même les installations, les bâtiments, tout ça, voilà. Ça, c'est chercher un peu à diviser pour mieux régner. Arriver à un chaos, et puis par après, il y aura un sauveur qui est toujours l'actuel président qui va dire que non, mais non, on peut faire cela. Je crois qu'aller vite en besogne, ce n'est pas une bonne raison, en fait, parce qu'il avait tout le temps. Pourquoi, au lendemain de 2006, une fois élu par ces élections, il a été légitimé par les puissances occidentales, il n'a pas pensé, en fait, à budgétiser dans les différents gouvernements ces découpages. Pourquoi pas en 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, et ce n'est qu'en 2015 penser à cela. Et on pense au même moment le découpage territorial, le dialogue, les élections. Voilà, les élections, budget 1 milliard quelque chose, les découpages. Est-ce qu'on a déjà fait une bonne programmation? Ça coûte combien, en fait? Est-ce que vous serez candidat, M. Jean-François Bouffard, à l'élection présidentielle? Ça, c'est une bonne question, en fait. Je pense qu'il faut laisser le temps au temps. Ce n'est pas le moment. La RDC, c'est plus ou moins 70 millions d'habitants. Il y a beaucoup de potentialités humaines. Il y a des gens un peu qui sont valables, qui peuvent aussi postuler à la magistrature suprême. Donc, si dans les prochains mois, telle est mon ambition, je le ferai. Est-ce que pour servir son pays, faut-il être nécessairement président de la République? Non, 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 non. Pour servir, non, je le fais. Donc, je suis en politique depuis plus de 30 ans aussi, en fait. Mais déjà, vous avez la maturité pour pouvoir... Et voilà, donc c'est un idéal, c'est un combat de tous les jours. Il ne suffit pas seulement d'être président de la République pour servir son pays. Il ne suffit pas seulement d'être gouverneur pour servir son pays, ni député, en fait. C'est un engagement citoyen. Pour ma patrie, je dois la... Parce qu'il y a une recrudescence, hein. Les gens font une course maintenant au poste politique et ils pensent que c'est le seul mode d'expression pour servir son pays. Il y a beaucoup plus de candidats comme députés, il y a beaucoup plus de candidats comme gouverneurs, il y a beaucoup plus de candidats pour les postes de président de la République. Les gens ne font que concourir et ils pensent que... Mais les gens ont compris que c'est le moyen le plus facile pour se faire de l'argent. Dans Jeune Afrique, on a publié qu'au fait de la politique congolaise, c'est une histoire des familles, tout ça, c'est ce que nous ne voulons pas. Ça doit se terminer, cette histoire des familles, des copinages, des amitiés, tout ça, voilà, depuis 60 jusqu'à ces jours. Hein, voilà. Donc ça doit cesser ça. Si par exemple, on s'est dit, voilà, on va diminuer les émoluments, le salaire d'un député, d'un gouverneur, vous allez voir que les gens, il y aura de moins en moins de gens qui vont postuler. Imaginez-vous que le salaire d'un député, par exemple, c'est
$1000 ou bien $500, vous allez voir qu'il y aura de moins en moins de gens qui vont postuler. Vous penserez, si vous passez aux affaires, à faire ces réductions pour les gens oui, travailler dans ce sens? Oui, moi je m'irais parce que ici nous sommes quand même dans un pays développé. Un professeur il gagne mieux de plus qu'un ministre ici en Belgique. Le professeur n'a pas envié un poste ministériel. Et vous allez voir quand tu as des crises énormes dans des pays développés, on fait recours à des penseurs, à des pépinières d'idées qui sont des professeurs, des chercheurs. Voilà. Moi, je souhaiterais par exemple que le professeur d'université gagne mieux qu'un député dans notre pays. Et vous allez voir qu'il y aura de moins en moins de gens qui vont postuler. Il y a de moins en moins de gens. Vous savez, hein, la politique, on est engagé dans une action. Voilà, c'est pas l'idéal. Voilà. Mais chez nous, c'est le seul moyen de se faire de l'argent. Monsieur Jean-François Bova, qu'est-ce que vous pourriez dire aux Congolais qui vous suivent ou bien des gens qui sont intéressés par votre combat politique? Nous arrivons à la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous n'avez pas pu dire et qu'est-ce que vous pourriez dire pour cette fête qui vient, du moins cette commémoration de l'indépendance du Congo? Bon, je suis un peu triste. Je me pose beaucoup d'idées, beaucoup de questions, submergé par l'immense quantité de choses à dire. Je pense que nous devons faire un autodafé dans les mentalités, un changement de mentalité. Parce que repenser cette indépendance du 30 juin, nous continuons toujours à souffrir tout ça. Je suis encore concerné et choqué avec ce dialogue dont on parle, parce qu'il y en a eu autant. Je ne vois pas où ça va nous amener. C'est pour cela que je mets aussi tout politicien congolais devant ses responsabilités. Je terminerai aussi par dire une chose. J'étais aussi frustré de voir que non loin d'ici, on a arrêté le chef de renseignement, un certain Emmanuel. Le chef de renseignement rwandais. Le chef de renseignement rwandais, un certain Emmanuel Karenzi Karak, quelque chose comme ça, le 20 juin, par le gouvernement britannique. Il a été traduit en justice sur un mandat d'un juge d'Espagne. Mais je n'ai pas vu le gouvernement congolais réagir. Je n'ai pas vu le président Joseph Kabila parler de ça. Même dans l'opposition congolaise. Et pour autant, c'est une belle occasion pour qu'il y ait une liesse populaire, pour multiplier les manifestations. Parce que ce type est accusé pour des crimes commis à l'est du Congo, depuis 1998 jusqu'à 2003. Vous allez vous souvenir qu'en fait, on parle de plus ou moins de 8 à 10 millions de morts, et ce type a commis des exactions. Il est accusé pour crimes contre l'humanité, crimes de terrorisme, crimes de guerre, tout ça, à l'est du Congo, en fait, voilà. C'est quelqu'un, avec ses troupes, ils sont entrés là-bas, ils ont rasé les Congolais, ils ont tué beaucoup de gens. Il fallait vraiment appuyer ces dossiers, il fallait vraiment communiquer avec les autorités anglaises, leur donner du poids, même les autorités espagnoles, hein. N'oubliez pas aussi que l'Espagne aussi, lorsque Pinochet, le célèbre dictateur, séjournait à Londres, ils ont lancé le même mandat qui a fait à ce qu'il y ait extradition de ce Pinochet en Chili. Donc, nous sommes restés calmes, en fait, voilà. Donc, je ne sais pas quoi dire. Le peuple congolais est abandonné. C'est un orphelin. Dans le firmament congolais, c'est comme si il y a un ciel nuageux, on ne sait pas ce qui va se passer dans les jours à venir. J'appelle aussi le peuple congolais à être vigilant, à être solidaire et à être vraiment très dur envers les politiciens congolais. Même moi qui vous parle, c'est à nous interpeller où est-ce qu'on va en fait, voilà. Je crois que je termine par là. Merci beaucoup, M. Jean-François Bova, pour clôturer cette émission de juin-juillet 2015. Nous nous retrouverons à la rentrée pour les nouvelles et en tout cas, bonnes vacances à vous. Portez-vous bien. Merci.